vous deux. C'est à moi de le faire alors. Ah, voilà. Je t'avais dit ça. À 03 42 42. Françoise, Alain, Ouais. 03 42 42. 42. Ok. voilà. Salut. Bonsoir. 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 On va attendre que les gens arrivent petit à petit alors. On va voir. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont débarquer quand même. Alain Kahn, c'est mon beau-frère. D'accord. Enchanté. Enchanté. Vous connaissiez déjà le site? Bon. Pardon? Tiens. Ah. Un nouveau qui se connecte. Hello. Alain Jacqueline, bonsoir. Vous nous entendez? Bonsoir. Vous nous entendez? Vous me dites, Michel, quand vous voulez qu'on commence? 35, si vous êtes d'accord, ça vous va? D'accord, on va attendre 35 alors. 35, comme ça, les quelques retardataires potentiels ont le temps de s'y coller encore.
Encore 2 minutes et nous allons commencer. D'accord. Le 7 partie suivante. Le 7 partie suivante. Il parle des enfants et Ok. Encore une petite minute. Bon, ben, nous sommes 35. Nous ne sommes pas trop nombreux, malheureusement. J'aurais espéré un peu plus de monde. Alors, Stéphanie Troyard, je vous laisse la parole. Moi, depuis Jérusalem, vous depuis Paris, je suppose. Oui, oui, je suis dans mon appartement parisien. Bonsoir à tous. Très joyeuse fête de Pâques à tous. Voilà. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous parler de cette bande dessinée qui vient de sortir. Malheureusement, elle est sortie la semaine du confinement. On n'a pas très bien choisi la date. Elle est sortie le 11 mars. Et donc, c'est une adaptation d'un travail que j'ai fait sur une famille qui s'appelait la famille Pikowski. Donc, je vais vous raconter l'histoire maintenant. Et donc, on a fait une adaptation de ce travail en bande dessinée. Parce que moi, à la base, donc, je suis journaliste. Je travaille pour le site internet de France 24. Et alors, comment cette histoire a commencé? C'était il y a 4 ans maintenant. Le temps passe vite. J'ai été contactée par une professeure du lycée Jean de La Fontaine à Paris. Ça va, vous m'entendez bien? Impeccable. D'accord. J'ai été contactée par une professeure du lycée Jean de La Fontaine à Paris, donc qui se trouve dans le 16e arrondissement, c'est Place Molitor. Et en fait, cette professeure se trouve être la sœur de l'une de mes collègues. C'est une professeure documentaliste du lycée, parce qu'elle venait de récupérer des lettres qui avaient été écrites pendant la guerre par une ancienne élève du lycée. En fait, ces lettres ont été retrouvées en 2010 dans une armoire du lycée par une professeure de mathématiques du lycée La Fontaine qui s'appelle Christine Lerche. En fait, elle faisait tout simplement un rangement d'armoires, elle déplaçait du matériel. Et elle a découvert dans une armoire du lycée une enveloppe Kraft, vous voyez. Et donc, elle a été intriguée, puis elle a ouvert l'enveloppe et dedans, elle a vu qu'il y avait plusieurs lettres avec des timbres avec la tête du maréchal Pétain. Donc, elle s'est dit que c'était des lettres qui dataient sûrement de la Seconde Guerre mondiale. Et en regardant tous ces documents, elle s'est rendue compte qu'ils avaient été écrits par une ancienne élève du lycée, donc, qui s'appelait Louise Pikowski, qui, pendant l'été 1942, avait échangé avec l'une de ses professeurs qui s'appelait Mademoiselle Malingret et qui était une professeure de latin grec du lycée Jean de La Fontaine. Au lycée Jean de La Fontaine à Paris. Voilà, quand elle a découvert ces lettres, elle a été particulièrement touchée parce que dedans, dans ce paquet de lettres, en fait, qui se trouve aussi dans la bande dessinée, elle se trouve à la fin de la bande dessinée, on les a toutes reproduites. Il y a à peu près une dizaine de lettres. Et elle a surtout été touchée parce qu'il y avait une lettre qui était surtout un petit mot, en fait, qu'on voit au début de la bande dessinée et qui est très émouvant. C'est un petit mot qui est daté du 22 janvier 1944 où Louise a écrit « Nous sommes tous arrêtés, je vous laisse les livres qui ne sont pas à moi et aussi quelques lettres que je voudrais retrouver si je reviens un jour. Je pense à vous, au père, à mademoiselle Arnold et je vous embrasse, Louise. » Donc on comprend que ce dernier petit mot qui a été écrit par Louise a été écrit le jour où la famille a été arrêtée. Donc ça l'a vraiment touchée. Quand elle a lu ce petit mot, elle s'est dit qu'elle avait
un bout d'histoire entre les mains et ça l'a particulièrement bouleversée. Et donc, cette professeure, Christine Lerche, a essayé en fait d'en savoir plus et s'est dit qu'est-ce que c'est que ces lettres qui se retrouvent dans une armoire du lycée, qu'est-ce qui est arrivé à cette jeune fille. Mais bon, elle était professeure de mathématiques. Comment chercher elle a demandé de l'aide à des professeurs du lycée, mais bon, soit ils n'avaient pas le temps, soit ça ne les intéressait pas. Donc, elle n'a pas trouvé de soutien pour se lancer dans ses recherches. Et en 2016, en fait, Christine partait à la retraite et elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ces lettres? En fait, c'est quand même très important qu'elles soient conservées. Elle ne pouvait pas les garder pour elle. Et donc, elle s'est rendue à la bibliothèque du lycée, au CDI, et elle a rencontré cette professeure documentaliste qui, elle, s'est finalement intéressée à cette histoire. Et donc, elle lui a passé le relais. Et cette prof m'a ensuite contactée parce que moi, je travaille depuis plusieurs années sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Je me suis spécialisée. De par l'histoire de ma famille, en fait, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour retracer le parcours du frère de mon grand-père, qui était un résistant breton et qui a été tué dans un maquis en Bretagne en juillet 1944. Donc, j'ai appris à aller aux archives, à chercher les documents et je me suis particulièrement intéressée à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est pour ça qu'elle m'a contactée avec cette histoire des lettres de Louise. Et donc, moi, quand j'ai lu les lettres de Louise, j'étais tout de suite en fait, épatée par la qualité des lettres de cette jeune fille. En fait. Donc, elle avait 14 ans quand elle a échangé avec sa professeure. Et donc, elle a beaucoup elle a une grande maturité. En fait, moi, quand j'avais 14 ans, j'écrivais pas comme ça. Et donc, j'ai senti une grande intelligence chez cette jeune fille. Donc, Louise était juive et mademoiselle Malingret était catholique. Et donc, elles échangeaient beaucoup sur la religion. Et donc, il y a déjà c'est assez étonnant pour une jeune adolescente comme ça d'avoir un tel niveau de réflexion. Et donc, quand j'ai lu ces lettres, j'ai été très surprise et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose pour éclairer l'histoire de cette jeune fille. Donc, je me suis lancée dans cette enquête. Et la première chose que j'ai voulu faire, c'est d'essayer de voir déjà s'il y avait des gens de la famille de Louise qui étaient encore en vie et qui, eux, nous permettraient d'en savoir plus sur ce qui était arrivé à cette famille. Et donc, j'ai eu pas mal de chance finalement dans les recherches parce qu'en tirant le fil, tout est venu assez vite. Ce que j'ai fait, je suis d'abord allée voir s'il n'y avait pas une fiche de témoignage sur la famille Pikowski sur le site de Yad Vashem. Donc, c'est souvent quand même la première chose à faire. Et donc, j'ai trouvé une fiche de témoignage qui avait été écrite par Jacques Cohn, qui est un cousin germain de Louise Pikowski et qui était donc le fils de Samuel Cohn. C'est un résistant de la région lyonnaise qui a été arrêté lors d'une rafle en février 1943 à Lyon, une rafle organisée par Klaus Barbie. Et donc, j'ai retrouvé cette fiche de témoignage écrite par son fils et qui concernait l'ensemble des membres de la famille Pikowski, donc de Louise, de ses parents et de ses deux sœurs et son frère. J'ai vu que malheureusement, M. Cohn était déjà décédé depuis quelques années, mais grâce à la magie d'Internet et à Google, j'ai pu retrouver l'une de ses nièces qui m'a mise en relation avec ses deux sœurs qui sont toujours en vie et qui vivent à Jérusalem. Et donc, le rendez-vous a été pris. Et donc, ça, j'ai reçu les lettres au mois de mars. Et au mois d'avril 2016, je suis partie à Jérusalem pour aller présenter les lettres aux cousines de Louise. Donc, elles étaient quand même assez surprises que quelqu'un les appelle depuis Paris pour leur dire « Écoutez, on a retrouvé des lettres de votre cousine ». Donc, elles, c'est des femmes qui ont connu la guerre aussi. Donc, leur père a été déporté. Il est mort en déportation à Auschwitz. Et elles étaient déjà nées pendant la guerre et elles ont été cachées du côté du Chambon-sur-Lignon, dans cette région qui est bien connue pour avoir protégé et secouru de nombreuses familles juives. Donc, elles ont réchappé à la déportation avec leur mère. Mais donc, elles ont perdu leur père durant la Shoah. Et donc elles étaient vraiment très, très surprises de recevoir cet appel depuis Paris et de retrouver un petit bout de leur famille, en fait. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette famille, donc, Louise, était l'arrière-petite-fille du grand rabbin de Colmar, donc je ne vais pas écorcher son nom, donc Salomon Wolf Klein. Et donc, Louise était son arrière-petite-fille. Et donc, les cousines que j'ai été voir aussi descendent de cette même famille.
Et donc est aussi forcément très attachée aussi à la religion. Donc on a été à Jérusalem leur présenter les lettres. Donc c'était très émouvant, c'est ce qu'elles nous ont dit. Elles avaient un peu l'impression d'avoir comme une Anne Frank dans leur famille finalement, comme voilà, une trace qui revient comme ça du passé. Et puis elles aussi, elles ont été très surprises de voir l'intelligence de leur cousine, parce qu'elles étaient très petites, elles n'avaient pas de souvenirs spécialement de leur cousine. Elles savaient bien sûr que toute cette partie de la famille avait disparu en déportation. Et donc elles ont été agréablement surprises en fait de voir voilà, le trésor qu'il restait de leur famille et la qualité de ces lettres venant de leur cousine. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elles avaient aussi quelques documents sur la famille, notamment cette photo en fait, qu'on a reproduite aussi dans la bande dessinée. On voit Louise avec ses sœurs et son frère. Donc, ils ont pu nous apporter aussi des informations sur ce qui était arrivé à la famille. Et leur mère aussi avait écrit un livre qui est resté au sein de leur famille et qui raconte l'histoire de la famille durant la guerre, et notamment donc, la déportation de Samuel Cohn à Auschwitz. Donc déjà, ça donnait aussi des informations sur ce qui était arrivé à cette famille au cours de la Seconde Guerre mondiale. Après, j'ai essayé aussi de retrouver des gens qui avaient connu Louis Spikowski, et notamment des camarades de classe, parce qu'avec les lettres, il y avait également voilà, une photo de classe qui avait été conservée. Et donc, c'est cette fameuse photo de classe où on voit Louise qui est ici, et donc et sa professeure, mademoiselle Malingret, qui est au centre. Et derrière cette photo de classe, là on ne la voit pas dans la bande dessinée, il y avait des signatures d'élèves. Et on a également retrouvé aussi des livrets de prix de l'époque. Donc, on avait des noms d'élèves. Et donc, j'ai établi des listes. Le problème, c'est que c'était des noms de jeunes filles. Et donc, ces femmes, pour la plupart, se sont mariées. Et donc, c'est un peu compliqué de les retrouver 70 ans après sous leur nom d'épouse. Mais j'en ai quand même retrouvé une. En fait, on m'avait indiqué le nom d'une dame. Et j'ai tout simplement pris l'annuaire et j'ai téléphoné à toutes les personnes en région parisienne qui avaient ce nom-là. Et au bout de plusieurs appels, je suis tombée sur cette femme qui était très surprise que je l'appelle par son nom de jeune fille 70 ans après. Et surtout, en fait, quand je lui ai parlé de Louis Spikowski, elle m'a dit c'était ma voisine de classe. Et donc, elle était très émue, quoi, parce que la dernière fois où elle l'a vue, c'était pendant la guerre. Et le lendemain, Louise n'est pas revenue au lycée puisqu'elle a été arrêtée. Et donc, elle savait bien que sa camarade était juive et avait été déportée, mais elle ne savait pas ce qui lui était finalement arrivé. Et donc, c'était moi qui lui donnais les informations 70 ans après. Donc, c'était quand même très émouvant. Donc, j'ai retrouvé quand même quelques camarades de Louise. Et on a aussi retrouvé des anciennes élèves de mademoiselle Malingret, puisqu'elle n'a pas eu de descendance. C'est une femme qui ne s'est pas mariée. Et pour elle, ces élèves, c'était vraiment sa famille, ce qui explique le lien très fort qu'elle avait aussi avec Louise. Elle protégeait beaucoup ses élèves. Et je pense qu'elle avait senti chez Louise qu'elle avait un fort potentiel, en fait, et elle l'avait un peu pris sous son aile en espérant qu'elle ferait des grandes choses. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas parce qu'elle a été assassinée à Auschwitz. Et elles nous ont raconté que mademoiselle Malingret avait vraiment eu un regret, c'était de ne pas avoir pu sauver Louise. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la veille du 22 janvier 1944, Louise était chez mademoiselle Malingret qui lui donnait un cours, et il y a eu la sonnerie, une alerte au bombardement, et elle lui a proposé de rester dormir chez elle. Et Louise n'a pas voulu parce qu'elle voulait retrouver sa famille. Et visiblement, c'était à cette période-là aussi où la grand-mère de Louise, donc une descendante aussi de la famille Klein, Flore Klein, est décédée. Donc la famille est en pleine période de deuil. Et donc Louise est rentrée chez elle, et c'est le lendemain que les policiers français donc, sont arrivés au domicile. Ils habitaient à Boulogne-Billancourt. Et de ce que la famille a appris plus tard, les policiers auraient arrêté d'abord le père, donc Abraham Pikowski, et auraient donné 1 heure à la famille pour préparer ses affaires. Donc peut-être dans l'idée qu'il s'en aille, enfin qu'il profite de ce temps-là, ou tout simplement parce qu'ils devaient préparer leurs affaires. Ça, on ne peut pas savoir ce qu'il y avait derrière la tête des policiers. Ils ne sont plus là pour témoigner. Mais dans ce laps de temps, en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que Louise, donc elle a pris ce temps-là pour aller déposer donc ses lettres et ses documents à mademoiselle Malingret, qui n'était pas là. Et donc, elle a déposé ça à la concierge de mademoiselle Malingret. Et après, elle est retournée avec sa famille, et ils ont été envoyés à Drancy et déportés par le convoi du 3 janvier
du 3 février 1944, donc le 67e convoi à partir de France. Et donc c'était un convoi avec 1214 personnes, si je me souviens bien. Et c'est 980 personnes qui sont gazées à l'arrivée. Donc la famille Pikowski a été, puisqu'il n'y a pas de traces d'eux à Auschwitz, donc a été gazée dès l'arrivée. Pourquoi Louise et sa sœur, qui est un peu plus âgée, n'ont pas été sélectionnées? Ça aussi, on n'aura pas la réponse, parce que des gens ont été sélectionnés dans ce convoi. Et j'en ai notamment retrouvé une femme qui s'appelle Léa Schwartzmann, qui faisait partie de ce convoi, qui est encore en vie. Il y a aussi Raphaël Israël, qu'on voit souvent en fait, témoigner, qui faisait partie de ce convoi. Donc Léa Schwartzmann, c'est une histoire très triste aussi. Ils sont partis à 13. C'est la famille la plus nombreuse à avoir été déportée de France. Et il n'y a que elle et sa sœur qui ont été sélectionnées ce jour-là. Donc les parents et puis tous les autres enfants ont été gazés à leur arrivée à Auschwitz. Donc voilà, on a retracé petit à petit le parcours de la famille Pikowski pour savoir aussi d'où venait cette famille. Donc du côté de Louise, on sait que c'était des Juifs originaires de l'Est de la France, et donc son arrière-grand-père était grand rabbin de Colmar. Et du côté de son père, donc Pikowski, on se doutait bien que c'était un nom à consonance des pays de l'Est. Et effectivement, en fait, son père donc, était né à la fin du 19e siècle à Nikolaïev, ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Et avec sa famille, ils ont massivement immigré en France au début du XXe siècle. Donc lui est arrivé en 1905 à Paris. Donc avec les oncles, les tantes, les grands-parents, tout le monde est arrivé à Paris, où ils se sont installés. Il a eu un premier mariage, mais sa première femme est décédée très jeune, et donc après il s'est remarié avec Barbe Brunette Cohn, donc de la famille Klein de l'Est de la France. Et ils ont donc eu 4 enfants, et il a été naturalisé français en 1937, et on a vu aussi qu'on lui avait retiré sa nationalité en 1941. Et donc visiblement ce qui s'est passé, c'est que le père de Louise, Abraham, a été interné dans un premier temps à Drancy. Donc c'est ce que Louise raconte dans ses lettres, en fait, c'est ce qu'on comprend dans ses lettres. Lui, il aurait été arrêté lors de la rafle du Veldiv, donc en juillet 1942. Et finalement, dans ses lettres, elle raconte quelques lettres après qu'il a finalement été libéré de Drancy. Donc ça, on ne sait pas exactement pourquoi. J'avais interrogé Serge Klarsfeld à ce sujet, qui m'avait dit qu'il y avait des gens qui avaient réussi à sortir de Drancy. Donc c'est soit que, parce que le reste de sa famille était de nationalité française, il a pu bénéficier d'une sortie, où ils ont fait appel à des personnes qui ont pu le faire sortir. On n'a pas exactement l'explication, parce que Louise dit juste qu'il est sorti de Drancy. Et après, donc jusqu'en 1944, ils vivent à Boulogne. Louise va au lycée La Fontaine, en fait, comme toutes les autres. Et donc à ce moment-là, comme Serge Klarsfeld me l'a expliqué, l'occupant allemand demande de plus en plus de juifs aux autorités françaises. Et là, on arrête tous les gens, qu'ils soient français, enfin qu'ils soient étrangers ou français. Donc la famille est arrêtée le 22 janvier 1944. Et ce qui a été la dernière étape en fait de ce travail, c'est qu'on s'est rendu compte qu'au lycée La Fontaine, c'était l'un des rares lycées parisiens où il n'y avait pas de plaque avec le nom des élèves qui avaient été déportés. C'est sûrement dû au fait qu'en fait le lycée La Fontaine pendant la guerre a été occupé. En fait, c'est la Kriegsmarine, donc la marine allemande, qui a pris possession du lycée, parce qu'il avait ouvert en 1938, donc c'est un bâtiment très moderne, très confortable. Donc la marine allemande, ils ont occupé dès leur arrivée en 1940 à Paris. Et donc les élèves, elles étaient physiquement à Janson-de-Sailly, qui est un lycée de garçons, mais en fait ça avait été divisé. Les jeunes filles avaient été envoyées à Janson-de-Sailly. Et donc physiquement, elles n'étaient pas à La Fontaine pendant la guerre. Mais jusqu'à présent, il n'y avait pas de plaque qui parlait de ce qui leur était arrivé pendant la guerre. Et donc, on s'est dit, donc il y a Louise, il y avait une de ses sœurs qui était à La Fontaine pendant la guerre, mais on s'est dit que c'est important aussi de retrouver le nom des autres jeunes filles du lycée La Fontaine qui avaient été déportées, pour qu'il y ait une plaque comme dans les autres établissements parisiens. Et donc là, on a, entre guillemets, utilisé les élèves actuels du lycée La Fontaine, qui nous ont aidés en fait à faire des listes des élèves de l'époque. Donc c'est un lycée de jeunes filles, donc c'était que des jeunes filles. Donc grâce au livret de prix qu'on avait retrouvé, on a retrouvé également des documents d'état civil qui se trouvaient dans les archives du lycée. Et donc on leur a demandé de lister le nom de ces jeunes filles, et après de regarder sur le site de Yad Vashem
ou du mémorial de la Shoah à Paris pour voir si certaines de ces jeunes filles avaient été déportées. Et finalement, on a retrouvé 6 noms supplémentaires. On a pu faire une plaque qui a été inaugurée, c'était en novembre 2017 finalement, dans le lycée avec le nom de ces jeunes filles déportées. Donc ça a été à la fois retracer le parcours de cette famille et aussi faire quelque chose de concret sur l'histoire de ce lycée en faisant aussi un travail pédagogique avec les lycéens actuels parce que ils ont compris que c'était des jeunes filles qui étaient dans leur lycée, qui avaient leur âge et qui avaient été assassinées voilà, à cause d'une idéologie horrible. Voilà, donc ça leur permettait de comprendre concrètement aussi ce qui s'était passé durant la guerre. Et avec tout ça, j'ai finalement réalisé ce qu'on appelle un web documentaire, donc un documentaire sur Internet, parce que moi je travaille pour le site Internet de France 24. Donc j'ai réalisé un documentaire où je raconte cette enquête et toute l'histoire de la famille Pikowski et des lettres de Louise. Donc je raconte c'est un documentaire écrit et vidéo aussi, puisqu'on a fait une version pour la télé. Et donc où je montre les documents d'archives qu'on a retrouvés, bien sûr les lettres de Louise. Et donc on déroule un petit peu le fil de cette famille. Et donc ce documentaire était sorti, ça va faire 3 ans, donc en mars 2017. Et il a bien fonctionné. Je suis contente parce qu'il y a beaucoup notamment de professeurs qui l'utilisent en cours pour étudier, pour enseigner l'histoire de la Shoah avec leurs élèves. Quand il est sorti, on m'a proposé, il y a des éditeurs qui m'ont proposé d'en faire un livre en fait. Et finalement, ça ne s'est pas fait pour de multiples raisons. Et je me suis dit, on avait déjà une version très écrite dans le web documentaire, donc que c'était peut-être bien de proposer cette histoire sous une autre forme. Et donc, c'est pour ça qu'on a opté pour la bande dessinée. Et je voulais aussi quelque chose qui soit peut-être, avoir trouvé un public différent, et notamment les plus jeunes. Et je sais que la bande dessinée est beaucoup utilisée en classe, notamment voilà, sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et un bon moyen d'intéresser les plus jeunes. Et donc, j'ai contacté une maison d'édition et ils m'ont mis en lien avec un dessinateur donc, qui s'appelle Thibault Lambert. Et c'est une maison d'édition, ça s'appelle Des ronds dans l'eau. Et donc, on a fait un dessin assez simple, voilà, assez universel pour que ce soit accessible voilà, aux plus jeunes. Et donc ça raconte l'histoire des lettres de Louise, de ce qui arrivait à la famille Pikowski durant la guerre. Il y a cette première partie qui est dessinée. Et à la fin, on a choisi aussi de faire un dossier pédagogique où on retrouve les lettres de Louise, donc qui physiquement en fait, se trouvent désormais au mémorial de la Shoah. Donc les professeurs du lycée La Fontaine, vu que ces lettres avaient été laissées pendant plusieurs années dans une armoire du lycée, ont décidé d'en faire don au mémorial de la Shoah à Paris pour qu'elles soient bien conservées, puisqu'ils ont un centre d'archives très important. Et donc, ils nous ont autorisé aussi à les reproduire. Et on retrouve aussi, on a fait une chronologie sur l'histoire de la famille. Et on retrouve aussi les documents photographiques qu'on a retrouvés au fur et à mesure de notre enquête. On explique un peu plus en profondeur ce qui arrivait à la famille. Donc, c'est à la fois l'histoire en bande dessinée et aussi un outil pédagogique pour les professeurs. Donc là, la BD est confinée en librairie parce que voilà, les librairies sont malheureusement fermées, mais bon, dès que on sera sorti de cette histoire, elle sera à nouveau disponible. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur Quelques petites questions. D'abord, quels sont les 6 autres noms des jeunes filles juives qui ont été… Alors, on les a mis à la fin de la bande dessinée. Donc, je vais vous les citer. Donc, il y avait Gabrielle Hacher. C'est une jeune fille qui habitait pas très loin de la porte de Saint-Cloud avec sa famille. Donc, elle a été déportée, elle avait 15 ans. Donc, toutes les autres jeunes filles en fait, du lycée qui ont été déportées, c'est des victimes de la rafle du Veldiv en fait. Il y avait Berthe Baumann, donc elle avait 16 ans, elle habitait à Boulogne-Billancourt, donc près de l'avenue Jean Jaurès pour ceux qui connaissent. Et en fait, elle vivait là avec ses parents. Et de ce qu'on a retrouvé, c'est que ses parents ont été arrêtés pendant la rafle du Veldiv et elle non. Et c'est quelques jours après, visiblement, que les policiers l'ont arrêtée sur l'avenue Jean Jaurès.
Et donc, elle a été déportée à l'été 1942 aussi. Il y avait la jeune Anna Janowski, 14 ans. Donc, elle, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est retrouver les photos de ces jeunes filles, en fait. C'est ce que fait aussi beaucoup le mémorial de la Shoah. Donc, au mémorial de la Shoah, il y a le mur des noms, là, qui a été récemment rénové. Donc, c'est très bien parce qu'il y a les noms. Voilà, ça marque cette mémoire. Mais ce qu'ils cherchent aussi à faire, c'est à mettre des visages, en fait, pour que ces personnes soient incarnées, que ce ne soit pas juste des noms. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire aussi avec ces jeunes filles. On a essayé de retrouver toutes leurs photos et c'était pas simple parce que pour beaucoup, en fait, toute la famille a été déportée, donc il n'y a plus de famille. Et donc, par exemple, pour Gabriel Hacher, j'ai retrouvé une photo sur un forum aux États-Unis. C'était le fils d'une de ses amies qui a mis sa photo et lui vivait aux États-Unis, donc c'était pas simple de retrouver la photo. Pour Berthe Baumann qui vivait à Boulogne, on a passé un appel à témoins dans le journal municipal de Boulogne et c'est la fille de l'une de ses amies dont sa mère lui avait raconté l'histoire de son amie qui avait une photo de Berthe, donc c'était aussi un miracle. Et Anna Janowski, en fait, on a eu sa photo grâce à Sarah Montard, qui est une ancienne déportée aussi d'Auschwitz, qui a survécu à Auschwitz et qui témoigne aussi très souvent, et qui était amie avec Anna Janowski et qui avait l'une de ses photos. Il y a Louise et sa sœur Lucie aussi qui sont sur cette plaque. Et il y a également Hélène Poulic qui vivait aussi près de la porte de Saint-Cloud. Et elle a été arrêtée pendant la rafle du Veldiv et elle a été déportée avec sa mère. Son père s'était caché depuis un moment. Et donc, c'est le seul qui a survécu et sa femme et sa fille ont été déportées. Et on a rajouté le nom de 2 jeunes filles qui habitaient le quartier en fait, du lycée Jean de La Fontaine, mais pour lesquelles on n'est pas sûr qu'elles étaient au lycée La Fontaine, en fait, parce qu'on n'a pas retrouvé tous les registres des élèves du lycée La Fontaine. Et c'était une jeune fille qui s'appelait Francine Azoulay, qui avait 15 ans, et Dinoura Biberman, qui avait 17 ans. Donc, en fait, voilà, il y a 8 noms sur la plaque du lycée La Fontaine. Et 6 dont on est sûr qu'elles étaient au lycée et qu'elles ont été déportées. Elle a été déportée le 3 janvier, c'est ça? Le 3 février. Le 3 février. 3 février 44. Le convoi numéro 67. Ce convoi est connu pour être celui des enfants du film Au revoir les enfants, qui est d'une histoire vraie. Donc, c'était des prêtres catholiques qui avaient caché ces enfants dans leur pensionnat. Et ces enfants-là étaient dans le même convoi que la famille Kikowski. Ouais. Mon père était dans le convoi 70. C'était le 13 février. Ah oui, donc c'est 3 convois après, d'accord. Oui, c'est la même période. C'est d'autant. C'était un convoi qui venait de Lyon. D'accord. Ouais. C'était majoritairement des gens de Lyon? Oui. D'accord. Il a été raflé là-bas. D'accord. Ouais, comme l'oncle de Louise, quoi. Mais il est revenu. D'accord. Et la page web document est accessible à tous ou c'est… Non, c'est accessible à tous en fait. Donc il suffit de taper si je reviens un jour sur Google et vous allez directement sur la page. En fait, c'est en accès libre. Oui, j'ai toute l'histoire, voilà, en plusieurs chapitres. Et vous avez aussi la version qu'on a fait pour la télé. Et le web documentaire est en plusieurs langues en fait, parce qu'à France 24, on est en plusieurs langues. Donc il est en français, en anglais, en arabe. On a fait une traduction en Roumanie, puisque c'est un pays avec une histoire de la Shoah aussi très, très intense. Et on l'a aussi traduit en allemand, mais il n'est pas encore en ligne. Vous l'avez déjà présenté à des élèves? Oui, depuis la sortie en 2017, en fait, peut-être au moins une fois par mois, je le présente à des élèves. Et je suis même allée à l'étranger, je suis allée le présenter au lycée français à Bruxelles, au lycée français à Jérusalem, au lycée français à Alger et dans plusieurs établissements en France. Donc, je sais pas, j'ai dû faire une 50aine de présentations depuis la sortie du web documentaire. Et donc maintenant, je pourrais y aller aussi avec la bande dessinée, comme ça les élèves pourront lire la bande dessinée avant. Voilà. D'autres questions si parmi les trop peu nombreux présents? Oui, moi j'ai une question. Attends, je vais mettre ma vidéo. Hop, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Emmanuel Gagné, je suis secrétaire de l'association des enfants Amis Abadi.
Bonsoir. qui est une association de mémoire en fait, qui a pour but de regrouper tous les enfants qui ont été sauvés par le réseau Marcel, Odette et Moussa Abadi, et de perpétuer la mémoire, etc., et qui essaye de faire passer un peu les mêmes messages que ceux que vous faites passer avec la BD. Je trouve que le choix de la BD, effectivement, est un excellent support parce que ça permet de toucher les plus jeunes générations. La question, c'était est-ce que l'expérience a été suffisamment enrichissante pour vous au point de vous dire, tiens, peut-être qu'un jour, on fera une autre BD sur un autre sujet et on entame une série pour agrandir tout ça? J'ai bien aimé faire la bande dessinée parce que je sortais en fait avant je vais vous montrer, de mon autre livre en fait. Donc ça c'est mon premier livre, donc c'est sur l'histoire de mon grand-oncle résistant, donc ça s'appelle Mon oncle de l'ombre. Donc là c'est vraiment un livre, voilà. Et c'est vrai que ça faisait 5 ans que j'étais sur cette enquête. Et après écrire le livre, c'était un peu ardu finalement. Donc c'est pour ça aussi que je me suis pas lancée dans un livre sur Louise. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça ludique à faire, en fait. Déjà, travailler en équipe, parce que sur l'autre livre, j'étais toute seule. Et là, de travailler avec un dessinateur, c'est une autre forme d'échange et de voir aussi comment ça prend forme à partir de… Moi, j'ai fait le scénario, donc c'était très écrit, parce que j'ai aucun talent artistique. Et de voir comment voilà, le dessinateur aussi s'emparait de cette histoire et de voilà, donner quelque chose d'autre à partir de l'histoire de Louise. J'ai trouvé ça voilà, très sympa. Donc, si je peux faire… j'ai déjà quelques idées de projets, voilà, d'autres histoires. Je travaille sur d'autres enquêtes sur la Seconde Guerre mondiale, pas forcément sur la Shoah. Donc, voilà, je vais voir si ça peut donner lieu à d'autres bandes dessinées. Mais oui, pourquoi pas. Je trouve ça très intéressant. C'est un univers très intéressant et je vois que les professeurs, en fait, utilisent beaucoup la bande dessinée en cours, notamment pour les collégiens. Après, c'est une entrée aussi. Si après, ça peut les amener à lire d'autres livres, un peu plus des livres d'historiens sur cette période, mais c'est une bonne porte d'entrée en fait pour cette génération. Et nous, on a essayé de faire justement une bande dessinée pas trop dure aussi. Par exemple, on ne montre pas Auschwitz. Je ne voyais pas trop l'intérêt de montrer la famille à son arrivée dans le camp. Enfin, voilà. Je voulais aussi que ce soit accessible aux plus jeunes, donc je ne voulais pas que ce soit trop violent et je ne voyais pas trop ce que ça allait apporter. Après, on comprend bien qu'ils ont été gazés, on ne va pas cacher la réalité. Mais voilà, on a essayé d'en faire une BD. Parce que je voyais aussi beaucoup de bandes dessinées sur la Shoah sont assez sombres. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais il y en a beaucoup qui sont très dures aussi. Donc, je voulais pas forcément quelque chose de trop dark, trop difficile aussi, pour justement que ce soit accessible. Là, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient même fait lire à leurs enfants qui sont en CM2, donc qui ont à peu près une dizaine d'années. Voilà, après, je pense qu'il faut un accompagnement aussi pour expliquer qu'est-ce qui arrive à cette famille. Voilà, si les enfants n'ont pas encore été confrontés à cette histoire, je pense qu'il faut quand même leur expliquer ce qui se passait à cette époque, surtout qu'ils ont souvent du mal à comprendre qu'on puisse faire ça. C'est souvent la question qui revient quand on va voir des élèves, c'est pourquoi ils se sont attaqués aux enfants, quoi. Même nous, c'est difficile de donner une réponse à ça parce qu'on a du mal à le comprendre, quoi. Mais souvent, les enfants sont perturbés parce qu'ils peuvent à la limite comprendre la violence envers les adultes, mais là, envers des enfants, c'est difficilement possible pour eux, quoi. Je vois qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces derniers temps. Il y a eu un travail qui a été fait par un lycée de Palaiseau sur le parcours de Léo Kohn et une pièce de théâtre et tout un livre qui a été publié. De la même manière qu'avec une enseignante du lycée de Bouxwiller, à propos d'un ancien enseignant de cette là, un certain monsieur Paul Bloch, si je ne me trompe pas, qui lui aussi a été déporté et donc un film a été réalisé à ce sujet. Donc il y a beaucoup de travaux scolaires, il y en a beaucoup d'autres aussi encore en cours et je pense que c'est une bonne chose en ça de perpétuer ne serait-ce la mémoire de un maximum de gens dans un contexte très particulier de l'époque. Oui, il y a énormément La semaine dernière, j'ai fait une classe virtuelle parce qu'en ce moment, les élèves sont confinés chez eux, donc les professeurs font des classes virtuelles.
Donc, j'ai fait une classe virtuelle avec un lycée de la région nantaise, donc de Clisson. Et la professeure, en fait, travaille depuis plusieurs années sur 2 enfants cachés en Vendée et qui ont été dénoncés et déportés, enfin, sont revenus de déportation. Donc, en fait, on voit qu'il y a beaucoup de professeurs qui utilisent des histoires très locales, qui des fois, personne n'avait jamais travaillé dessus. En fait, il y a encore plein d'histoires comme ça à ressortir, ou au moins à creuser. Et donc, il y a beaucoup de professeurs qui utilisent des histoires locales pour montrer ce qui s'est passé. Et là, par exemple, souvent, là, dans la région nantaise, peut-être que les élèves se disent c'est des choses qui se passaient à Paris, c'est la rafle du Veldiv. Et là, ils ont vu qu'il y avait un exemple qui n'était pas très loin de chez eux, qu'il y avait aussi des gens qui étaient cachés dans leur région et qui ont aussi été arrêtés parce qu'il y avait des déportations, des arrestations en province et dans d'autres endroits de France. Donc voilà, c'est montré à travers une histoire locale, ce qui s'est passé localement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je trouve que c'est un travail formidable à faire avec les élèves. Et surtout, on peut maintenant grâce aux outils informatiques, permettre d'être eux-mêmes des enquêteurs. En fait, il suffit d'aller sur le site de Yad Vashem, de voir les fiches de témoignages. Maintenant, le mémorial de la Shoah a mis aussi des documents, ils ont numérisé des documents qu'on peut retrouver. Par exemple, pour la famille Pikowski, on voit leurs fiches d'internement. Il y a des photos. Donc, les élèves aussi peuvent être acteurs de la recherche. Ils peuvent aller aux archives départementales, aux archives nationales, faire des recherches. Voilà, ils ne sont pas juste à recevoir les informations, mais ils peuvent eux-mêmes chercher. Puis après, il y a beaucoup de professeurs qui essaient de faire différentes formes pour retranscrire ces histoires. Donc, ça peut être faire aussi un web documentaire sur Internet, faire un petit livre, ou même faire une pièce de théâtre, ou une bande dessinée, des chansons, ou des dessins. Enfin, il y a toutes sortes de formes pour arriver à parler de cette histoire. Il y a plein de professeurs qui sont investis aux 4 coins de la France. Ça, c'est formidable. Et ça marche avec les élèves, quoi. Ils sont vraiment très contents. Quand on les motive et qu'on leur donne une mission comme ça marche bien. Oui, j'ai pu constater qu'au lycée de Palaiseau, les élèves se sont investis d'une façon extraordinaire, tout comme à Bousquet, où ils ont fait un travail de recherche, mais sans fin, en se déplaçant à différents endroits de passage de la personne en question, en allant juste dans le centre de la France. Et donc, il y a une mine d'informations qu'ils ont réussi à récupérer à droite et à gauche. De la même manière pour Léo Kohn, ils sont retrouvés, ils ont les descendants de Léo Kohn à Paris, on fait des enregistrements reconstitués parce que ce fameux Léo Kohn avait une chorale avant-guerre. Ils ont retrouvé des enregistrements de cette chorale, des enregistrements faits dans les Vosges en 1938, je crois. Et donc, c'est une information qui remonte à la surface de ce moment. Oui, puis il y a d'autres formes aussi. L'année dernière, je suis allée à côté de Célestat, où ils ont posé dans plusieurs villages des pavés de la mémoire, donc les Stolpersteine en allemand. Et donc, les élèves de l'école primaire ont participé à la cérémonie. Ils ont fait des textes en fait sur les personnes pour lesquelles ils avaient posé des pavés. Donc, aussi, quand il y a des choses concrètes comme ça, comme la plaque qu'on a faite au lycée Jean de La Fontaine, c'est aussi ça concrétise cette mémoire, et les jeunes ont encore plus envie de participer. La cérémonie, ça permet aussi d'être créatif, de raconter l'histoire de ces gens. Pour la cérémonie qu'on avait fait au lycée Jean de La Fontaine, les élèves ont lu les lettres de Louise, ils ont chanté, il y avait des musiciens, ils ont chanté le chant des marais. Enfin voilà, c'était des moments très forts aussi qui vont les marquer toute leur vie en fait. Et ils se sentent acteurs de cette mémoire aussi en participant à ce genre de cérémonie. Alors, vous pouvez nous redonner le titre du livre et les éditions? Alors, ça s'appelle « Si je reviens un jour, les lettres retrouvées de Louise Pikowski ». Donc, c'est le même titre que le web documentaire. Donc, on a choisi « Si je reviens un jour » parce que c'est ce qu'elle a écrit en fait sur le dernier petit mot qu'elle a laissé à sa professeure. Et c'est vrai que quelque part, moi, je me dis, si elle a écrit ça, enfin, c'est mon interprétation, chacun son interprétation, et c'est peut-être parce qu'elle savait qu'elle n'allait pas revenir, en fait. Mais par contre, il y a une cousine de Louise qui m'a fait cette réflexion
quand on avait fait la cérémonie au lycée et qui m'avait dit écoutez Stéphanie, finalement elle est revenue quoi. Voilà, si elle avait dit si je reviens un jour, finalement elle n'est pas revenue physiquement parce qu'elle a été assassinée. Mais quelque part, avec ces lettres, je me dis que les nazis n'ont pas réussi totalement à la faire taire et qu'on a retrouvé ces lettres et qu'elle parle maintenant justement aux plus jeunes pour raconter cette histoire. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce titre. Et aux éditions des Ronds dans l'eau, qui sont des maisons d'édition en région parisienne. Donc c'est disponible. Il y a quelques libraires, en ligne, on peut le trouver dans certaines librairies qui livrent encore en ce moment. Il est disponible sur quelques sites sur Internet et puis il attend, elle attend en librairie comme tous les livres qui sont confinés en ce moment. Merci. Beaucoup. D'autres questions? D'autres questions ou d'autres réflexions? Moi, je voulais vous demander comment vous avez fait pour sur le site du judaïsme d'Alsace et de Lorraine. Donc, j'ai vu toute une page consacrée à l'arrière-grand-père de Louise. Comment vous avez retracé son parcours en fait? D'abord, il y a beaucoup de gens qui avec la réalisation du site. D'abord, c'est un site qui existe depuis 22 ans. Et je rassemble, je récupère et pratiquement automatiquement des documents ou des histoires personnelles ou des informations de tout ordre, puisqu'on parle aussi bien de l'histoire que des rabbins, que des personnalités, que des justes, que les traditions, tous les sujets sont évoqués. Et donc, proches ou me fournissent du matériel sur leur famille, des photos, des documents photos, des enregistrements, des vidéos, des enregistrements sonores. Et au fur et à mesure, on essaie de mettre tout ça en ligne. Et ce qui fait qu'on a à l'heure actuelle sur la page du site internet du judaïsme d'Alsace et de Lorraine quelques bons milliers de pages. Et là, pour l'arrière-grand-père de Louise, c'est la famille qui vous avait fourni les documents? Oui, j'ai encore des documents, mais qui sont tout en hybride, donc en hébreu. Donc, j'ai des documents qui sont, que j'ai ici en archive et qu'il faudrait une fois trouver le temps de traduire et des extraits de journaux dans lesquels il écrivait aussi à l'époque en allemand, une autre paire de manches. Et donc, il y a plein de documents qui aboutissent finalement. J'essaie de sauvegarder et de publier sur les pages du site. Oui, donc c'est un travail qui est encore, vous avez encore énormément de choses à rappeler. Un travail sans fin et c'est pas l'histoire de Louise Pikowski ponctuellement, c'est une histoire sans fin en quelque sorte. Ouais. Mais parce que la communauté, en fait, donc comme vous, il y a des gens qui habitent maintenant dans d'autres pays, mais les gens qui sont issus des familles juives d'Alsace et de Lorraine sont très attachés à leur histoire, à leur passé. Je vais vous dire, à travers toute l'Alsace, il y avait plus de 200 synagogues. Dans des petits villages, dans des petits patelins, ce n'était pas spécialement les grandes villes. Les communautés juives d'Alsace étaient surtout des communautés rurales et qui sont développées surtout au 19e siècle. Et pardon? Et donc, les enfants, les petits-enfants ont tous un aspect un peu un accro à telle ou telle communauté ou telle synagogue qui a été celle de leurs parents, de leurs grands-parents. Par exemple, si je prends mon exemple, mes grands-parents étaient de Sarre-Union, mes arrière-grands-parents étaient de Sondershofen. Du côté de mon père, c'était Hitlerschwiller. Donc, j'ai un ouvrage sur les synagogues d'Alsace. Donc, à travers là, j'ai assemblé beaucoup de matériel, que ce soit sur l'historique, évidemment autour des personnalités autour de la communauté. Et c'est ce que j'essaie au fur et à mesure de rajouter, de mettre en ligne, quoi. Et vous êtes tout seul à faire le site ou il y a... En face de moi, il y a Alain Kahn qui, lui, s'occupe surtout sur les expressions en ligne, judéo-alsacien et bien évidemment qui s'occupe aussi d'un certain nombre de... On n'est pas très nombreux, mais beaucoup de gens de plus en plus
nous apportent ou nous font parvenir leurs documents, ou même parfois leurs vieux enregistrements, parfois de vieilles bandes magnétiques, magnétoscope VHS, que je transfère ici et que je mets en ligne au fur et à mesure. Et de la même manière, j'ai des vieilles bandes magnétiques, les vraies vieilles bandes magnétiques. Oui, d'accord. Je transfère avec des enregistrements encore inédits parce qu'il faut avoir le temps pour pouvoir transférer. Et c'est ce que... Sur la Shoah, j'ai aussi fait Alors, sur mon père, justement, sur le parcours de mon père qui est revenu d'Auschwitz. C'était aussi intéressant. Lui a laissé un témoignage, en fait, écrit. Et c'était un dialogue que j'avais eu avec mon père qu'on a transcrit ensuite. Et lui, il est resté, donc il a été déporté à Auschwitz donc à partir de février 1944. Il a été arrêté en février et il est arrivé à Auschwitz en mars. En mars, d'accord. Ouais. Et il a fait la marche forcée. les marches de la mort. Il a été libéré par les Américains en Allemagne. Et lui, il vous en parlait beaucoup? C'était un sujet très difficile. Mm. C'était très difficile, plutôt à la fin de sa vie, plutôt quand il y a eu les résurgences d'antisémitisme, ça l'a marqué et ça l'a poussé à témoigner. Mm. Oui, oui, comme beaucoup. Comme beaucoup, oui. Oui, à partir des années 80-90. Ouais. Un jour, par exemple. Un dialogue avec lui. Oui, tout à fait. C'était difficile, mais il avait accepté de le faire. Et puis, en ce temps, il est décédé, mais on a pu terminer ce travail de manière assez complète. Mm. Un jour, il vient vers moi, il me tend une cassette. Et puis, c'est le témoignage de Jean Samuel. Il a pris la parole la première fois en 1976. Depuis la guerre, il n'avait pas dit un mot, ni devant sa famille, ni devant qui que ce soit. Et Jean Samuel, c'était Piccolo dans le livre de Primo Levi. Et donc, c'est un témoignage qui est en ligne sur le site. Vous pouvez suivre intégralement son premier témoignage où il raconte ce qui est arrivé et sa rencontre avec Primo. À Monowitz ensemble. Tout à fait. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus arrêté de parler. Et alors, pour la petite histoire, parce que je suis copain avec un de ses fils, chaque année, il partait en vacances en Italie. Et chaque année, il rencontrait Primo Levi. Juste lui, Jean Samuel et Primo Levi. Ils ont un échange épistolaire phénoménal qui s'est passé entre deux. Et chaque année, toute la famille en Italie et lui allait rencontrer Primo Levi. Ouais, d'accord. À partir de ce moment-là, il a commencé à parler dans les écoles, il a parlé au Parlement européen. Et il y a un film qui a été réalisé, qui est passé à FR3 Alsace. Alors, j'étais allé le voir et je lui ai dit, ce genre de film, c'est le genre de film qu'il faut mettre à disposition de tout le monde. Une fois, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai dit, il faut d'abord avoir l'accord de réalisateur. Alors, il me dit, on lui téléphone. Il a décroché son téléphone, il a parlé au réalisateur, il me dit, monsieur Samuel, je ne peux pas vous le refuser. Alors, c'était le premier accord. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, il faudrait parler au directeur FR3 Alsace. Il décroche le téléphone. Voilà, il lui dit pas, mais je ne peux pas vous refuser. Et la vidéo se trouve sur le site aussi. Il y a toutes sortes de documents, d'éléments. Ce premier enregistrement donc, qui est réalisé en 1976. Mais qu'est-ce qu'il avait fait changer d'avis? Pourquoi en 1976, il a accepté de parler? Bon, je suppose l'âge avançait aussi. Et c'est une rencontre de la Société d'histoire des Juifs d'Alsace et de Lorraine. Et c'était la première fois, même devant sa propre famille et ses enfants, s'exprimer sur le sujet. Jamais dit un mot de toute cette période-là.
Pour mon père, c'était le détail de Le Pen qui l'a poussé à parler. Sur les chambres à gaz, Ouais. détail de l'histoire. Le détail de l'histoire, il n'a pas supporté cette expression. C'était un des éléments qui l'a poussé à témoigner. Mais vous, quand vous étiez enfant, vous saviez juste qu'il avait été déporté? Il parlait très peu. Par bribes de temps en temps, mais c'était surtout aussi justement dans les années 70, 80. Mais même dans leur esprit, c'était tellement inimaginable que le raconter, c'était que... Ils croyaient toujours qu'on ne les croirait pas. On ne pouvait pas l'imaginer. Bah oui, quand j'avais rencontré Léa Schwartzmann, là, donc survécu à Auschwitz, et donc elle est avec juste une de ses sœurs. Et donc quand elles sont rentrées, il y avait un de leurs frères qui avait rejoint la résistance, donc elle a survécu. Donc elles sont rentrées à 2 alors qu'ils étaient partis à 13. Et même leur frère, il dit mais ils sont où les autres? Même lui, ils n'arrivaient pas à lui expliquer ce qui s'était passé. Pour lui, ça paraissait complètement... c'était pas possible quoi, de partir à 13 et de revenir à 2. Donc même avec leurs frères, elles n'arrivaient pas à en parler. Et après, les gens ne les croyaient pas. Ils ont arrêté d'en parler. C'est très, très difficile. Ouais, puis on retrouve ça dans les événements traumatiques de la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est pas la même chose, mais moi, j'ai rencontré aussi mon grand-oncle a été tué au cours d'un massacre, en fait, par des soldats allemands et des collaborateurs français. Et j'ai retrouvé des gens qui avaient assisté à ce massacre et qui étaient enfants. Et c'était la première fois qu'ils en parlaient devant leurs enfants, quoi. Ils avaient gardé ça pour eux toute leur vie. C'est ce qu'ils disaient à l'époque, il n'y avait pas comme on peut avoir maintenant avec les attentats, des cellules psychologiques pour aider les gens. Là, ils ont dû vivre tout seuls avec leur traumatisme toute leur vie, quoi. Et c'est souvent en fin de vie qu'ils se libèrent aussi et qu'ils arrivent peut-être à en parler avec leurs petits-enfants. Que l'histoire s'efface. Oui. Oui, puis ils n'arrivent pas à en parler forcément à leurs enfants, mais avec leurs petits-enfants qui, eux, posent des questions, des fois, ça sort un peu plus facilement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Merci pour toutes vos questions. Et puis au plaisir de se rencontrer, parce que je devais être à Jérusalem dans 10 jours. Mais bon, j'espère que ça se refera, peut-être, je ne sais pas si cette année, mais de toute façon l'année prochaine. Voilà, j'espère qu'on pourra se rencontrer en vrai. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et puis encore, bonne fête à tous. Et puis bonne soirée alors. Merci, pareillement. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. L'émission a été enregistrée. Je me permettrai de la mettre sur la page Facebook si ça ne vous pose pas de problème. Avec grand plaisir. Ok. Merci. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir.